Bonjour et bienvenue sur le premier update lecture de la ressourcerie de l'écrivain. Je vais vous présenter au cours de cet update 3 livres qui sont plus du fantastique ou de l'urban fantasy, du connu, du moins connu, en espérant évidemment que cela vous donne envie de lire. Alors pour cette update lecture, je triche parce que c'est des livres que j'ai lus il y a quelques mois, ou lu ou relu il y a quelques mois, voire quelques années. Je vais commencer par Neil Gaiman, étonnant. Je vais vous présenter du coup Neverwhere de Neil Gaiman. Donc Neverwhere a été traduit, il me semble, c'est traduit de l'anglais ce coup-ci par Patrick Marcel. Les autres livres de American Gods, Anansi Boys, Le Monarque de la Vallée et Le Dog Noir, c'était traduit par Michel Pagel. L'illustration de couverture, c'est Arnaud Crémé, j'aime beaucoup d'ailleurs, enfin elle est vraiment très, très jolie. Et c'est chez J'ai lu, donc livre de poche, parce que les livres de poche c'est moins cher. On peut en acheter tout plein. On est vraiment sur, comme pour American Gods, on est pour moi sur du fantastique ou de l'urban fantasy. Parce que le monde de base, c'est le nôtre. Je vous lis le 4e. Londres, un soir comme tant d'autres. Richard Mayhew découvre une jeune fille gisant sur le trottoir, l'épaule ensanglantée, qui le supplie de ne pas l'emmener à l'hôpital et disparaît dès le lendemain. Pour Richard, tout dérape alors. Sa fiancée le quitte, on ne le reconnaît pas au bureau, certains même ne le voient plus. Le monde à l'envers, en quelque sorte, car il semble que Londres est un envers, la ville d'en bas, cité souterraine où vit un peuple d'une autre époque, invisible aux yeux du commun des mortels, un peuple organisé, hiérarchisé, et à la tête duquel les rats jouent un rôle prépondérant. Plus rien ne le retenant là-haut, Richard rejoint les profondeurs. Alors c'est un livre qui a été publié, je ne sais plus quand, 96-97 en version anglaise, et pour cette version ça date de 2005. Alors comme Neil Gaiman est un petit adepte des citations sympathiques, je vous en lis une. Je ne suis jamais allée à St. John's Wood. Je n'ose, j'aurais peur de me retrouver dans cette innombrable nuit que forment les sapins. J'aurais peur de tomber sur la coupe rouge de sang et de sentir autour de moi le battement des ailes de l'aigle. J.K. Chesterton, le Napoléon de Notting Hill. Je vous lis juste l'introduction à l'édition parce que, bon, c'est pas très long et ça parle vraiment de la genèse de ce livre qui est vachement intéressante. Donc, comme vous avez vu, mon livre il a un peu connu la guerre. Hein. Donc, introduction à cette édition. On peut parier sans risque que même si vous avez déjà lu Neverwhere, vous n'avez jamais lu cette version-ci. Le roman a vu le jour, comme cela arrive parfois, sous la forme d'une série télé qu'on m'a demandé d'écrire pour la BBC. Donc il y a bien une série télé sur Neverwhere, qui est a priori plutôt confidentielle, que je n'ai pas vue, j'aimerais bien, et qui n'a pas forcément eu un succès fou, mais qui a le mérite d'exister. Et ce roman, c'est le roman de la frustration. Parce que... Et si la série qui a été diffusée n'était pas forcément mauvaise, je butais sans cesse contre le fait tout simple que ce que l'on voyait à l'écran ne correspondait pas à ce que j'avais dans la tête. Un roman paraissait la solution la plus commode pour transférer ce que j'avais dans ma tête à l'intérieur de celle des gens. Les livres sont plutôt bien pour ça. En tant que roman, Neverwhere a débuté pour moi lorsque nous avons commencé à préparer la série éponyme de la BBC, plus ou moins comme une façon de préserver ma santé mentale. Ça me fait rire. À chaque scène qu'on coupait, à chaque réplique qui sautait, pour tout ce qui changeait, j'annonçais simplement « pas de problème, je le remettrai dans le roman ». Et de cette façon, je recouvrais mon équilibre. Cela a continué grosso modo jusqu'au jour où le producteur est venu me trouver pour me dire « on va couper la scène de la page 24 et si tu dis « je la remettrai dans le roman, je te tue ». Ensuite, je me suis contentée de le penser. J'avais envie d'écrire un livre qui produirait sur les adultes l'effet que les livres que j'avais adorés plus jeune, des livres comme Alice au Pays des Merveilles, Les Chroniques de Narnia ou Le Magicien d'Oz, avaient eu sur moi enfant. Et j'avais envie de parler des gens qui tombent en dehors, de parler des déshérités, en employant le miroir de la fantaisie,
qui sait parfois nous montrer pour la première fois des choses que nous avons vues si souvent que nous ne les voyons pas. J'ai commencé à écrire le roman le jour où nous avons entamé le tournage de la série télé, en janvier, dans la cuisine d'un appartement au sud de Londres. Je l'ai achevé en mai, dans un hôtel d'une petite ville de Californie du Sud. Il a été publié en août de la même année par la BBC. Lorsque Havenbook a voulu le publier, j'ai sauté sur l'occasion pour l'essentiel de réviser le roman. Je me suis enfermée dans une chambre d'hôtel du World Trade Center et j'ai écrit pendant une semaine, ajoutant des détails à l'intention des Américains qui ne sauraient pas forcément où se situait Oxford Street, ni ce qu'on pouvait y trouver en la remontant, et saisissant l'occasion de revisiter le texte pour le développer et l'approfondir chaque fois que je le pouvais. Ma directrice littéraire chez Havenbooks, Jennifer Hershey, était un guide formidable et sagace. Notre principal sujet de divergence portait sur les gags. Elle ne les aimait pas et avait la conviction que, dans un livre qui n'avait pas le comique comme objectif principal, des gags allaient désarçonner les lecteurs américains. Elle voulait également retirer le deuxième prologue, dans lequel nous rencontrions Croup et Vandemar pour la première fois, avant le début de l'histoire, et malgré le regret que j'en ai eu, j'ai décidé qu'elle avait raison et j'ai déplacé leur description dans le texte. Elle est reproduite ici à la fin, sous sa forme d'origine pour les curieux. Le temps que j'ai terminé, j'avais ajouté quelques 12 000 mots et coupé plusieurs milliers d'autres mots. J'étais ravie de me débarrasser de certains, d'autres me manquaient. Cette version-ci de Neverwhere, assemblée à partir des différents états du roman, avec l'aide de Peter Atkins de la maison d'édition Hill House Publishers, combine le texte britannique d'origine et le texte états-unien. Ensuite, j'ai retiré quelques répétitions et créé une nouvelle version de Neverwhere, définitive j'espère, en même temps qu'un casse-tête pour les bibliographes. Je n'écris pas de suite. Néanmoins, j'espère revenir un jour au monde de Neverwhere. Je l'espère aussi. Dans un livre intitulé The Lost Rivers of London, littéralement les rivières perdues de Londres, ouvrage de N.J. Barton, inédit en français, j'ai lu qu'on avait un jour trouvé un lit en bronze dans un égout. Nul ne sait encore d'où il venait, ni comment il était arrivé là. Je parie que Carabas le sait. Neil Gaiman, 28 juillet 2005. Alors, Neverwhere, en gros résumé, c'est Richard Mayhew qui a sa petite vie bien rangée, qui rencontre du coup une femme qui s'appelle Porte, comme une porte, qui est blessée. Donc Richard la sauve alors que sa future femme en fait, qui a fait ses petites listes pour faire son mariage et compagnie, s'y oppose parce que c'est une nana qui est mal fagotée, qui sent pas très bon, qui n'est pas très propre, et que en gros sa femme n'a pas envie de s'emmerder avec les problèmes des autres. Mais Richard sauve cette jeune fille, la ramène chez lui, la rafistole un peu, et donc elle disparaît. Richard reprend sa petite vie habituelle, il retourne au bureau, mais personne ne le reconnaît. Personne ne le reconnaît et je crois même qu'on déménage son bureau et il se rend compte qu'il y a un truc qui déconne profondément parce que déjà il essaye de parler avec ses collègues mais on ne le reconnaît pas et s'il leur parle directement, très vite en fait on oublie qu'il est là et on passe à autre chose. Richard se dit merde c'est quand même trop bizarre, il retourne chez lui. Il reprend, en se demandant mais qu'est-ce que c'est cette journée de merde. Il retourne chez lui, il reprend son petit train-train quotidien et une agence immobilière vient pour faire visiter son appartement qui est libéré. Richard est sous la douche, il se demande qu'est-ce que les gens foutent chez lui et ça continue comme ça. Richard n'existe plus. Et en fait, cet univers qui est particulier, parce qu'il y a le Londres d'en haut, donc le Londres que tout le monde connaît, et le Londres d'en bas, le monde que personne ne connaît, sauf ceux qui vivent en bas. Richard va se retrouver, faute de mieux, en bas, parce qu'en haut, il n'existe plus. Et en bas, c'est dans les égouts, c'est dans les stations de métro, c'est des lieux comme un marché étrange qui est là parfois, qui se déplace ailleurs. C'est une galerie de personnages vraiment bizarres.
bizarre. Il a mentionné c'était pas le prologue, c'était l'introduction à cette édition, Krupp et Vendemar, qui sont des tueurs à gages. Il y a un peu de l'ogre là-dedans. Il y a des gens qui parlent à des rats. Il y a moyen de tomber sur des centurions romains sous Londres. Il y a moyen de tomber sur des vampires. C'est vraiment trop bizarre, c'est très dangereux. Et Richard va se retrouver là-dedans complètement démuni. Et comme c'est quand même un chouineur, Richard, et qu'il est surtout complètement paumé, et qu'il veut des explications, il va retrouver cette jeune femme, Porte. Il va rencontrer Carabas. Carabas qui est le marquis de Carabas, il a été mentionné dans une autre œuvre. Je me demande si c'est pas un poème, je sais plus. J'avais fait des recherches là-dessus. Mais c'est une galerie de personnages assez étrange. C'est un monde qui est terrifiant, qui est vraiment désarçonnant. Pas forcément pour le lecteur, pour Richard. Richard, il bouffe le pauvre. Et Richard va devoir apprendre à faire sa place dans cet univers qu'il ne maîtrise pas, avec des gens qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne faut absolument pas connaître parce que sinon ils peuvent te bouffer le foie, par exemple. Et il y a un côté très drôle. J'ai quand même envie de vous lire le... Voilà. Le fameux prologue qui n'est pas rentré dans cette édition-là. Un prologue radicalement différent, 400 ans plus tôt. Je vous lis juste ça, ça va vous mettre dans l'ambiance. C'était le milieu du XVIe siècle, et il pleuvait sur la Toscane. Une méchante pluie froide qui peignait le monde en gris. Une traînée de fumée noire montait du modeste monastère sur la colline, dans le ciel du petit matin. Sur la colline, 2 hommes assis regardaient le bâtiment brûler. Et ceci, monsieur Vendemar, déclara le plus petit des deux en indiquant d'une main graisseuse la colonne de fumée, va se changer en très beau sinistre, dès que la conflagration aura bien pris. Toutefois, le strict respect de la vérité me contraint à le confesser. Je doute qu'un seul de ses habitants soit en position d'en savourer pleinement et entièrement les charmes. À cause qu'ils sont morts, vous voulez dire, monsieur Krupp, sans qui son compagnon. Il mangeait quelque chose qui naguère aurait pu être un chiot, et qui, avec son coutelas, taillait dans la carcasse de larges tranches qu'il mettait en bouche. À cause, comme vous le faites remarquer avec tant de pertinence, amis sagaces et avisés, qu'ils sont morts. Et voici comment l'on distingue les deux individus qui s'expriment. En premier lieu, M. Vendemar mesure 2 têtes et demie de plus que M. Krupp. En deuxième lieu, M. Krupp a des yeux d'un pâle bleu de porcelaine, tandis que M. Vendemar les a marrons. En troisième lieu, si M. Vendemar a façonné avec les crânes de 4 corbeaux les bagues qu'il arbore à la main droite, M. Krupp ne porte aucun bijou apparent. En quatrième lieu, M. Krupp savoure les mots, tandis que M. Vendemar a toujours faim. Le monastère s'embrasa dans une bouffée sonore, le brasier s'étendit. « Je m'agace pas à viser, » déclara M. Vendemar, « ça vient tout seul. » Une voix hurla. Puis, dans un grondement puissant, suivi d'un rugissement, le toit s'effondra tandis que montaient les flammes. « Quelqu'un n'était pas mort, » annonça M. Krupp. « Plus maintenant, » rétorqua M. Vendemar, et il mangea une nouvelle tranche de chiot cru. Il avait trouvé son déjeuner gisant mort dans un fossé alors qu'il s'éloignait du monastère. Il aimait bien le XVIe siècle. « Et après » demanda-t-il. M. Krupp sourit. Ses dents évoquaient un accident dans un cimetière. À 4 siècles d'ici, à peu près, la Londres d'en bas. M. Vendemar digéra la nouvelle en même temps qu'un peu de chiot. Finalement, il demanda « Tuer des gens ?»« Ah oui, » assura M. Krupp. « Ça, je crois pouvoir m'en porter garant. » Ça met quand même bien dans l'ambiance. Donc, Krupp et Vendemar sont 2 tueurs à gages qui aiment beaucoup leur métier et qui sont très démonstratifs dans ce qu'ils font. Donc là encore, on n'est pas dans du gore, du truc comme ça, c'est plein, c'est drôle. C'est drôle parce que l'autre là qui est en train de bouffer son chiot en tranches, à regarder un monastère brûlé,
Enfin, moi je trouve ça drôle. C'est de l'humour, c'est de l'humour très de Neil Gaiman. Ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire, mais pour moi c'est accessible aux adolescents, pas les enfants, parce que c'est trop compliqué. Mais c'est une très belle langue, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment, vraiment top. Deuxième livre, Moi, Peter Pan, de Michael Roche. Donc, c'est un livre que j'ai acheté aux Utopiales il y a 2 ans. Michael Rock est auteur, chroniqueur et l'un des prescripteurs les plus suivis des littératures de l'imaginaire via la chaîne YouTube qu'il a co-créée, La Brigade du Livre. L'illustration de couverture qui est très très jolie est d'Aurélien Polis et c'est édité chez Folio SF en livre de poche évidemment. 4e de couverture, au pays imaginaire, les enfants perdus ont la tête pleine de poux et le ventre fourmillant d'angoisse. Peter conte des grimaces et des jeux de gros mots, répand sa parole philosophique pour rassurer sa tribu, mais lui aussi est rongé par la tristesse et les doutes depuis le départ de Wendy. Seul face à lui-même, il va devoir affronter sa peur de grandir. Moi, Peter Pan est un roman contemplatif, onirique et d'une poésie saisissante, à lire en empruntant le chemin vers la 2e étoile à droite avant de filer tout droit jusqu'au matin. Julie Hainaut de Elle dit un roman contemplatif dans lequel Michael Rock revisite avec poésie le mythe du garçon qui ne veut pas grandir. Est-ce que je vous lis un petit chapitre? Je vous lis la première page. C'est dédicacé à Crème Brûlée, pour Crème Brûlée, je trouve ça très joli. Je sais pas qui c'est très joli. Un petit chat. Je vous lis juste la première page. En fait, le livre, il est très court, il fait 136 pages. Il n'y a pas de miroir au pays imaginaire. Alors, tous les matins, moi, Peter, roi des enfants perdus, prince des poux, comte des grimaces et des jeux de gros mots, je m'assois sur une souche, un trône de verdure enraciné, au centre du village de Cocabane, celui des enfants perdus, et j'attends. J'attends d'inspecter les tignasses de mon petit peuple. À peine tirés de leur sommeil, les gardements de misère me présentent leurs coiffes, papillons éphémères qui ne dureront pas plus d'une journée. Je contrôle la présence de poux, j'étudie la forme de leurs rêves, je tâte la texture de leurs souhaits. Je demande poliment d'abord, puis je rajuste la barbe à papa qui leur sert de cheveux, en détachant avec délicatesse le surplus filandreux qui leur servira de petit déjeuner. On est vraiment sur... alors, je ne sais pas si vous avez lu le Peter Pan, le premier de J.M. Barrie, qui... ça doit dater du 19e siècle. Je l'ai écouté récemment, ça devait être sur France Culture, c'était lu par Claude Rich. Le livre audio est absolument magnifique. Peter Pan, ça va devenir... le personnage, ça va devenir une de mes obsessions, parce que là, j'ai adoré. Et je pense que c'est un livre aussi que je vais lire en papier, Peter Pan. Alors, ce qu'il faut savoir... le Peter Pan de J.M. Barrie, le Peter Pan de Michael Rock, donc celui-là c'est le même. C'est pas le Peter Pan de Disney. Le Peter Pan de Disney, il est quand même édulcoré. Le pays imaginaire, c'est un pays merveilleux où vont les enfants pendant qu'ils dorment, par exemple. Et je reviens rapidement sur J.M. Barrie. J.M. Barrie, il a passé sa vie à écrire, réécrire Peter Pan, Wendy, le pays imaginaire. Il a fait beaucoup de versions différentes, des pièces de théâtre, romans, etc. Sur cet univers-là. Ce qu'il faut savoir par rapport à J.M. Barrie, c'est que il avait plusieurs frères et sœurs, il me semble, mais le frère aîné, il est mort à l'âge de 10 ans. C'était le fils préféré de la maman de J.M. Barrie, qui a fait une bonne grosse dépression, ce qui est assez logique. Et J.M. Barrie, ce qu'il a voulu faire en fait pour un peu soutenir sa maman, c'est qu'il a pris la place de ce grand frère. Et à s'habiller comme lui, à parler comme lui, alors que J.M. Barrie devait avoir 7 ans, 6-7 ans, un truc comme ça.
Donc c'est un truc, c'est vraiment quelque chose autour du deuil qui est douloureux, le deuil qui est pathologique, le deuil qui n'est pas fait et qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on est toujours dedans. Je veux pas forcément dire que c'est pas le truc plombant, hein. C'est pas le livre où vous allez forcément vider votre boîte de Kleenex. C'est plus le bouquin qui va vous mettre un coup de frisson. Et moi, Peter Pan, c'est la suite des aventures de Peter Pan et de Wendy, sauf que Wendy, elle est partie. Donc, qu'est-ce qu'il reste du pays imaginaire? Qu'est-ce qu'il advient de Peter Pan au pays imaginaire? Les sirènes, les pirates, les Indiens, le pays imaginaire qui n'est pas un lieu qui est très... c'est un lieu qui est franchement hostile, le pays imaginaire. C'est un lieu où il faut se défendre contre les bêtes sauvages. C'est superbe. La plume de Michael Rock, j'espère que je prononce bien, est vraiment très très jolie. Ça vous met à fond dedans. C'est sur l'enfance, sur l'enfant qui ne veut pas grandir. Il y a vraiment la petite notion aussi autour de la mort. C'est vraiment top. C'est un tout petit livre. Je pense qu'on peut vraiment lui laisser lui laisser sa chance. Franchement, c'est une très très belle découverte que j'ai faite aux Utopiales. Et elle est vachement belle la couverture, hein, j'adore. J'aime beaucoup moi. Et dernier livre de cette update lecture, parce que je suis extrêmement bavarde. Et là encore, on est sur un livre qui... c'est marrant, j'ai pas fait exprès, mais en fait je suis un peu dans les mêmes thématiques, un peu autour de l'oubli et compagnie. De l'oubli et des trucs autour du deuil, etc. Celui-là, vous l'avez sans doute pas vu beaucoup passer sur Booktube ou sur Instagram, etc. Parce que ça vient d'une toute petite maison d'édition. Je veux parler d'un fil à travers les nuages de Anaïs Sorrentino aux éditions HPF. HPF, qu'est-ce que c'est? C'est le héros de papier froissé. C'est Harry Potter fanfiction. C'est le héron à la plume flamboyante. Qu'est-ce que c'est HPF? Donc à l'origine, c'est un site de fanfiction sur Harry Potter. C'est ensuite, donc Harry Potter fanfiction, c'est ensuite un site de publication aussi en ligne donc d'écrits originaux qui est le héron à la plume flamboyante. Donc on est toujours sur HPF. C'est une association qui organise des événements autour de l'écriture en ligne via un forum, HPF aussi. Et depuis quelques années, c'est une maison d'édition qui a édité déjà de mémoire 4 ou 5 anthologies de nouvelles suite à des appels à texte. Et Un fil à travers les nuages, c'est le premier roman qu'ils ont publié. Il y a actuellement un appel à texte pour un roman suivant, je ne sais plus si... Non, il est toujours en cours. C'est illustré par Anaïs Sorrentino, l'auteur. Je vous lis le 4e de couverture. Ah, je vous préviens, ce livre-là, je l'ai acheté quasiment à la sortie. On peut le trouver dans quelques librairies, mais il vaut mieux le commander en ligne. Il y a actuellement pour le prochain, non mais je pense que quand je publierai la vidéo il n'y aura plus, mais il y a eu une campagne Ulule pour réunir des fonds pour publier une 5e je pense anthologie de nouvelles. Ils ont pété tous les paliers et j'ai pas lu les anthologies précédentes, je les ai en e-book et je compte bien aussi acheter la prochaine anthologie. Mais bref, revenons à Un fil à travers les nuages. 4e de couverture. Une ville morte, des ruelles fantômes, des bâtisses creuses, du toc, un assemblage bancal de souvenirs reconstitués, pétrifiés, intemporels, des âmes errantes. Capucine, résidente aguerrie de ce monde désolé, en connaît les monstres. Elle guette les nuées à l'horizon. Elle évite les autres réfugiés, jusqu'au jour où elle rencontre Albin, un scaphandrier relié au ciel par le conduit de son casque. Fil incongru s'élevant à travers les nuages.
De la série d'événements qu'il a propulsés ici, il ne garde que des souvenirs épars. Est-il mort? Nicolas se réveille au milieu d'une forêt, son smoking fichu, un portable qu'il ne capte pas et plus qu'une seule cigarette en poche. Ses compagnons d'infortune semblent aussi fous les uns que les autres. Est-ce l'enfer? Le purgatoire? Mais que fait une gamine comme Angelica dans un endroit pareil? Ah, puis pour vous faire de la pub aussi sur ce livre-là, on est quand même sur un grand format, il ne coûte que 14,50 €. Je pense pas que les prix aient évolué. Je vais vous lire juste... Je vais vous lire les deux citations. La première est en français. Je ne suis rien, ne suis personne. Une ombre, un souffle, un air que l'on fredonne. Un déjà-vu dont les souvenirs étouffent. C'est de Angélique Rouvet. C'est un livre qui se construit en 2 parties de mémoire. Je l'ai lu il y a 2 ans. Je l'ai lu à sa sortie. J'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et attends. Allez-y, badgez, comme ça vous allez voir directement. Est-ce que c'est assez grand? Attendez. Toc, 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 toc. Et on voit qu'il y a de l'expérience là-dedans. Hein. Du coup, au niveau il y a bien 5... je refais un petit passage sur HPF édition. Il y a 5 recueils de nouvelles qui sont sortis. Oiseaux de nuit, 13 aventures nocturnes faites de voyages et d'errance qui révèlent nos parts d'ombre. Poussière de temps, 16 nouvelles pour apprivoiser le temps, en dévorer les dernières secondes ou le laisser se couler. Pièces de puzzle, 15 enquêtes au bureau, dans votre salon, en 1867 ou à l'autre bout de l'univers. Bleu horizon, 17 capsules qui revisitent la der des der de Fleury devant Douaumont jusqu'à la Russie impériale ou l'Arménie ottomane et Rêves froissés, 12 rêveries qui vous entraîneront des marécages de l'inconscient aux plus incroyables paysages oniriques. Ce livre, cet univers, c'est une superbe découverte. J'y suis allée un petit peu je savais pas en fait de quoi ça causait, vraiment. Je suis tombée amoureuse de l'image et en fait à l'occasion de la sortie de ce livre-là, on avait la possibilité d'avoir un petit peu de goodies, donc des cartes, des marque-pages, etc. Via la boutique HPF, dont je vous ai montré le QR code. Et en fait, on avait aussi eu l'occasion, via l'association HPF, de pouvoir discuter avec Anaïs Sorrentino sur le forum ou sur un Discord aussi. Mais du coup, c'est quelqu'un qui est très accessible. C'est vraiment quelqu'un qui est très accessible. Et ce monde-là, on est vraiment dans un univers qui est franchement hostile. Il y a des gens qui débarquent dans cet univers-là, d'autres qui y sont depuis longtemps. Et le danger en fait qui existe dans cet univers, quand elle parle des nuées, c'est qu'il y a des vautours. Les vautours qui peuvent venir récupérer les gens pour les bouffer. Et donc on a une galerie de personnages. Il y a le scaphandrier, il y a la petite Angelica, il y a Capucine qui est très aguerrie dans ce monde-là. Nicolas qui débarque avec son smoking et qui va le tâcher et compagnie, ça va être une catastrophe. Il y a vraiment une galerie de personnages qui est très bien caractérisée. Il y a tout un vocabulaire autour une manière de parler en fonction de ces personnages qui leur est particulier, ce que je trouve très très bien. Il y a la langue, le style d'Anaïs Sorrentino, il est juste à tomber, honnêtement. C'est un livre qui devrait être vendu absolument partout. Il faut qu'un fil à travers les nuages conquiert le monde. Je vous lis une petite partie, tiens. Je vous lis les trois premiers paragraphes, c'est une demi-page.
C'est le premier chapitre de la partie 1. La partie 1 s'appelle 2. Le premier chapitre s'appelle Des fragments par le fond. Les chaussettes de Gaby sprouchaient à l'intérieur de ses baskets trouées. Au square, l'une de ses semelles avait commencé à se décoller et le garçon avait tiré dessus, un tout petit peu seulement, pour vérifier, ce qui n'avait fait qu'empirer les choses. Sur le coup, il s'était dit que ce n'était pas trop grave, une moyenne bêtise. Maman le gronderait, puis elle rachèterait une nouvelle paire de chaussures aux prochaines courses, et on n'en parlerait plus. Il n'avait pas eu l'occasion de retourner au magasin. Son déguisement s'écrabouillait. À chaque foulée, ses cuisses cognaient le carton détrempé qu'ils avaient mis tant de soin à peindre et à coller. Il en perdait des bouts de partout. Du carton, de l'alu, du scotch et du papier coloré. Autant de morceaux de mardi gras disséminés sur le sentier comme des miettes de petits poussés. En temps normal, il en aurait pleuré. Mais on n'était pas en temps normal. Et s'il pleurait, ce n'était pas pour ça. Mais rien que de le recouper. J'ai trop envie de le relire, ce livre-là. C'est vraiment un livre qui a à relire. C'est... Là, dans Un fil à travers les nuages, les relations entre les gens sont magnifiques. Je suis émue rien que d'en parler, je vous jure. Bon, je me reprends, hein, on va pas se mettre à pleurer quand même, merde. C'est un roman qui parle d'amour, l'amour quel qu'il soit, tout le long. Et c'est beau. C'est vraiment super beau. Mais je vous assure, je suis vraiment émue là. Ça a été un super coup de cœur. Il est sorti en 2021, il me semble. Comme je vous l'ai dit, des fois je mets du temps à me décider à lire les livres que j'achète. Et celui-là, je sais plus, je crois que je l'ai lu assez rapidement, mais je ne l'ai pas laissé dormir dans la bibliothèque ou sur une table. Et vraiment, ce livre-là, il m'a émue, mais il m'a retourné. C'est mon coup de cœur de l'année 2021. C'est certainement un des livres que je préfère aussi, que je préfère au monde, je vous assure. Et c'est juste, il me semble, le premier livre d'une toute jeune autrice elle a un autre projet de roman, il me semble. Et c'est d'une justesse au niveau des relations, c'est d'une justesse au niveau des émotions, des sensations. Il y a la construction d'un monde qui est super hostile, il y a des gens qui sont dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Certains sont là depuis plus longtemps, donc ils le maîtrisent, ils arrivent à survivre, mais on est vraiment sur de la survie. Vous avez l'impression d'être dans un monde qui est post-apocalyptique, il n'y a plus de règles, les gens crèvent la dalle, du coup les gens vont se voler les uns les autres. C'est un monde où presque l'amour ne devrait pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de place, et pourtant il y est. L'amour est là. C'est des histoires autour de l'affiliation, c'est des histoires d'amour. C'est des histoires du passé, c'est tellement beau. Non mais rien que d'en causer, je vous jure, je suis hyper émue. C'est un livre qui se lit assez rapidement, il fait quasiment 400 pages, il fait 386 pages il me semble. C'est super beau. J'arriverai pas à le vendre mieux, mais vraiment... j'ai mis du temps à le digérer. Vous avez vu, là j'ai la voix toute serrée. J'ai la gorge serrée là. J'ai mis du temps à le digérer parce qu'il m'a fait sentir énormément d'émotions et du coup il fallait que je redescende. Et vous voyez, rien que d'en reparler 2 ans après, je ne l'ai pas relu encore. Et il m'émeut toujours autant. Rien que le souvenir de cette lecture-là m'émeut toujours autant. Et je pense aussi que j'ai plus de voix parce que là je viens de filmer 4 vidéos à la suite. Ce qui fait que sur 4 vidéos j'aurai ce magnifique gilet. Je suis en train de mourir de chaud. Mais bref, pour revenir donc sur Un fil à travers les nuages, c'est vraiment... je pense que c'est un livre qu'on peut lire à partir de l'adolescence aussi. On est sur du fantastique ou peut-être de la fantaisie. On se demande où on est. Il y a une petite enquête à faire, entre guillemets. Le lecteur a une petite enquête à faire pour savoir
qu'est-ce que c'est cet univers-là et qu'est-ce que c'est ces gens-là. Ces gens-là ont-ils une place dans cet univers? Qu'est-ce que c'est ces vautours? Qu'est-ce que c'est aussi... pourquoi le scaphandrier est si important? Et vraiment, ouais, c'est un roman qui m'a émue, mais vraiment. C'est un très très gros coup de cœur. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir vous encourager à lire Anaïs Sorrentino et à acheter des livres des éditions HPF, parce que c'est une petite maison d'édition qui est indépendante, c'est que des bénévoles qui la gèrent très bien. C'est une communauté qui est super sympa. Venez chez HPF, on a besoin de 109. Que ce soit pour écrire ou lire des fanfictions sur Harry Potter ou lire ou écrire des écrits originaux sur le héron à la plume flamboyante ou papoter un petit peu sur le forum. Mais c'est drôle parce que j'ai vraiment pas fait exprès, j'ai pris au pif ces livres dans ma bibliothèque et au final il y a vraiment des thématiques qui se recoupent autour de les questions autour de l'identité, de qu'est-ce que c'est ce monde, autour des souvenirs. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai vraiment pris au pif. Je fais bon, qu'est-ce que je peux faire? Et oui, comme je vous disais aussi, j'ai honteusement triché parce que c'est pas des livres que j'ai lus récemment. Neverwhere, je l'ai relu il y a 1 an à peu près, et les 2 autres, je les ai lus il y a 2 ans. Mais j'en ai un souvenir impérissable. Ils sont chers à mon cœur. Je vais en rester là-dessus sur ces 3 livres. Lisez-les tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu un de ces livres-là, si vous avez envie de le lire, si vous voulez me conseiller d'autres livres un petit peu dans ce genre-là ou pas, ou autre chose, si ça vous fait penser à quelque chose, un film, une série, je suis ouverte à tout. N'hésitez pas à liker ou même à disliker la vidéo si ça vous plaît pas, hein, comme vous le voulez, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas également à vous abonner avec la petite cloche blanche afin d'être tenu au courant par des notifs de mes sorties vidéo. Et c'est pour me soutenir. Moi j'aime bien, moi je veux tout plein d'amour. Je vous souhaite de très bonnes lectures et rêvez tout plein, rêvez grand, ressentez plein de choses. À bientôt!